Alors pratiquement du jour au lendemain, des entreprises, des collectivités ont développé des moyens pour assurer le maintien, j'allais même dire la résilience de leurs activités, de leurs services, et ce principalement grâce aux outils numériques. Qu'aurait-on fait d'ailleurs sans eux? On peut légitimement se poser la question. Alors que faut-il attendre de ce nouveau monde du numérique? Que faut-il attendre du numérique? Beaucoup en tout cas, semble-t-il, si on regarde par exemple le plan de relance présenté la semaine dernière par le gouvernement qui a décidé de consacrer 7 des 100 milliards à ce secteur, considérant, je cite, que la transition numérique de l'économie et de la société française est un axe essentiel de la préparation de l'avenir. Mais que faut-il donc attendre désormais de ce monde du numérique? Que peut-on, que peut-être ou que doit être sa raison d'être? Eh bien, celui que nous allons retrouver maintenant est à même de nous éclairer sur ces questions. Vous l'avez encore entendu ce matin sans doute dans la matinale de France Inter où il officie pour proposer ses analyses depuis maintenant 10 ans, et il est aussi et surtout d'abord directeur délégué de la rédaction des Échos. Bonjour Dominique Seux. Est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour Stéphane. Vous êtes à la rédaction des Échos. Merci beaucoup d'accueillir et d'ouvrir surtout ces live sessions aujourd'hui. Alors évidemment on avait envie de vous entendre sur que faut-il attendre, que faut-il déjà retenir en tout cas de ce qu'on a vécu ces derniers mois, et puis que faut-il attendre de ce nouveau monde d'ailleurs qu'on nous promet, que peut-on d'ailleurs en exiger, et notamment aussi que peut-on attendre de ce nouveau monde numérique. La parole est à vous Dominique pendant 15 minutes. Merci Stéphane, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous, aux Niortais, aux Niortaises. Merci de m'avoir proposé d'intervenir pour donner quelques éléments, peut-être de la lecture que l'on peut avoir de l'actualité et de cette rentrée. Alors je ne suis pas sur place, je ne suis pas à Niort, dans ce bassin d'emploi et d'activité si dynamique, qui est à la fois très fort, mais pas seulement, mais très fort sur les mutuelles et le numérique. Je vais vous donner quelques éléments, peut-être d'abord sur la rentrée économique et puis aussi sur le numérique. J'ai bien envie de, ce matin, de vous partager 5 convictions. La première conviction, c'est que je crois que nous pouvons être collectivement assez fiers du choix qui a été fait de donner la priorité au sanitaire sur l'économie. Nous démontrons l'économie, la France, comme les autres pays développés, démontre que, il ne s'agit pas nous ne vivons pas une économie sans cœur, obsédée par l'économie. Le pays n'est pas l'ultralibéral que l'on dénonce parfois. En fait, un pays tout entier a décidé de s'arrêter pour sauver la vie des plus âgés, et pas n'importe quel plus âgé, c'est-à-dire que j'estime que ce que démontre cette période, c'est que nous avons décidé collectivement de préserver les 65-75 ans, qui sont probablement ce qu'on pourrait appeler les nouveaux jeunes. Les jeunes dont la vie doit être défendue aussi bien que la vie des moins de 50 ans ou de 40 ans. Alors évidemment, c'est un choix qui a eu des conséquences très lourdes, très coûteux économiquement. L'INSEE a encore donné quelques indications ce matin et je vais y revenir dans un instant. Mais on voit bien que ce choix, c'est un choix dont on peut, je crois, être plutôt fier. Ça n'avait pas été le choix en 1969. Vous vous souvenez, la grippe de Hong Kong, vous en souvenez? Non, certains d'entre vous s'en souviennent. 100 000 morts en France, mais ça n'avait absolument pas fait de bruit. Il n'y avait pas eu de débat. Là, le choix qui a été fait, évidemment, assez différent. Et il faut tirer un coup de chapeau, bien sûr, aux plus jeunes qui acceptent, plus ou moins contraints et forcés, de modifier leur mode de travail et de vie pour préserver la vie des plus âgés. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous savent combien il y a eu de décès du coronavirus dans les moins de 50 ans. Il y en a eu moins de 400 sur plus de 30 000 morts. Donc, évidemment, c'est un choix dont on peut remercier les plus jeunes. Alors, en même temps, et c'est un point qui permet d'évoquer le numérique, c'est une période complètement vertigineuse. Parce que là, nos sociétés démocratiques, un peu abasourdies, avaient l'illusion depuis des années de vivre dans un monde de technologie, et la technologie, on en parlait du matin au soir, la 5G, l'intelligence artificielle, les voitures autonomes et autres. Eh bien, là, avec cette crise du coronavirus, nous avons été obligés de mettre en œuvre des pratiques moyenâgeuses, c'est-à-dire le confinement, les blouses, les masques, voilà les sujets dont nous avons parlé depuis 6 mois et qui sont assez éloignés des sujets d'avant. Donc ça nous incite quand même à une certaine modestie. Les technologies, nous allons y revenir, permettent beaucoup de choses.
nous ont sauvés d'une certaine manière en ce moment, mais il faut reconnaître aussi que ce sont des techniques beaucoup plus anciennes et j'allais dire brutes de décoffrage qui ont été notre quotidien. C'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose encore sur ce virus. Olivier Véran, ce matin, vous parliez de France Inter tout à l'heure, Olivier Véran a annoncé le raccourcissement de la fameuse quatorzaine. Ce sera officiellement annoncé en Conseil de défense vendredi matin, mais la quatorzaine va passer à 7 jours. On ne savait pas jusqu'à maintenant que la contamination se faisait dans tel ou tel délai. Donc il y a sans cesse des évolutions. Voilà le premier point que je voulais souligner. Nous pouvons collectivement être fiers de ce choix que nous avons fait. Le deuxième point, c'est où en est-on dans la rentrée économique? Évidemment, c'est une question qui concerne tous les acteurs économiques que vous êtes. Jusqu'à maintenant, je dois dire que j'étais plutôt optimiste, voire très optimiste, et je dois dire que ce matin, la note de l'INSEE qui a été publiée, la première de l'après-été, est un peu, non pas une douche froide, mais douche un tout petit peu l'optimisme que je pouvais avoir, et montre que la politique économique, dans les semaines qui viennent, il va falloir vraiment que ce soit du fine-tuning, parce que elle va être compliquée. Qu'est-ce qu'il y a eu comme phase dans l'économie ces derniers temps? Il y a d'abord eu la sidération, c'était au mois de mars. Les acteurs économiques, les chefs d'entreprise que vous êtes peut-être, ont été sidérés de voir qu'il fallait fermer le rideau et tout le monde rentrait chez soi et en tout cas installer peut-être beaucoup de télétravail. Mais un élément de sidération. Et puis la panne totale de la mi-mars jusqu'au 11 mai, une sorte de chute. De chute terrible dans un trou. Le redémarrage en mai-juin a été rapide et beaucoup plus rapide que la plupart des experts économiques le pensaient. Mais depuis l'été, pendant cet été et depuis la rentrée, c'est un peu plus poussif, il faut le reconnaître. C'est hésitant. Il y a beaucoup de débats ces derniers temps sur où en est comment qualifier la reprise. Est-ce que c'est une reprise en V, avec une chute et une remontée brutale? Ça n'est pas le cas, c'est plutôt ce qu'on appelle une reprise en aile d'oiseau. C'est-à-dire qu'il y a une chute, il y a une remontée, mais la fin de la remontée, pour revenir à la situation antérieure à celle du Covid, nous n'y sommes pas encore. Que dit l'INSEE ce matin? Elle dit un certain nombre de choses. L'économie avait chuté de 5% au premier trimestre. Elle a chuté de 14% au second trimestre. Elle remonterait au troisième trimestre, c'est-à-dire en ce moment, de juillet à septembre, de 17%. Alors attention, 5, 14, 17, évidemment la base est plus basse, donc nous sommes encore en dessous du niveau d'avant le coronavirus et nous sommes aux alentours de moins 5% aujourd'hui. Ce mardi matin, nous parlons. Et l'INSEE, et c'est la petite mauvaise nouvelle de la matinée, l'INSEE considère que nous serons en fin décembre à moins 4% par rapport à la normale. C'est-à-dire que de maintenant jusqu'à la fin décembre, l'économie ne va pas accélérer. Elle va continuer, mais elle ne va pas accélérer, ce qui fera en moyenne, et j'arrête sur les chiffres, en moyenne sur l'année, une récession de 9%, ce qui est un peu meilleur que ce que prévoit le gouvernement, mais finalement pas tant que ça. Ça veut dire que c'est une reprise que je qualifierais de darwinienne. Darwinienne, ça veut dire que c'est une reprise extraordinairement sélective, avec des secteurs qui reviennent quasiment à la normale. Alors vous avez la majorité de l'industrie, hors transport, vous avez la construction qui n'est pas très loin, vous avez un certain nombre de services marchands, évidemment l'assurance, la banque qui ne se sont peu arrêtés, et les services publics. Mais les secteurs les plus touchés par l'épidémie, le reste, et bloquent les derniers mètres de la reprise. Évidemment, ce sont les transports, l'aéronautique, l'hébergement et la restauration. Hébergement et restauration que l'INSEE voit à moins 21% d'ici la fin de l'année, au quatrième trimestre, donc c'est encore assez bas. On parle, je le disais, alors on peut jouer, on s'amuse un petit peu sur les mots, d'une reprise darwinienne, on parle aussi d'une reprise en K, puisque j'avais mentionné quelques lettres de l'alphabet tout à l'heure. Alors en K, c'est un peu compliqué, imaginez, il y a eu une chute, certains secteurs remontent, certains secteurs restent en bas, certains sont au plafond, d'autres sont au plancher. Sur l'emploi, 700 000 emplois détruits au premier semestre, entre janvier et juin. L'INSEE considère que le chiffre de moins 700 000 sera le même à la fin de l'année. C'est-à-dire que nous avons, entre les créations qui vont avoir lieu, l'intérim qui va repartir, qui repart déjà, et d'autres destructions d'emplois, nous resterons à moins 700 000 le bilan sur l'année. Mais évidemment, ça fait un chiffre du chômage qui va augmenter
qui sera proche autour de 10%. Au final, ça veut dire que la France remonte la pente économique, mais elle bute sur la dernière centaine de mètres de la montagne, et ça veut dire que la politique économique doit être assez sioux et qu'il y aura, à mon avis, si cela ne va pas plus vite, eh bien il y aura non pas un plan de relance, mais il y aura peut-être un plan de soutien conjoncturel qui devrait être décidé avant la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine. Ça me paraît assez probable. Pour finir sur ce point, évidemment, le facteur clé, c'est la confiance. Évidemment, il ne faut jamais oublier qu'il y a un acteur on ne voit pas sur la photo, mais qui joue un rôle absolument considérable en ce moment, c'est la Banque Centrale Européenne, qui doit annoncer un certain nombre de décisions après-demain, à nouveau, mais c'est elle qui permet, que le quoi qu'il en coûte, permet de s'endetter, à l'État de s'endetter pour des taux d'intérêt zéro. Troisième idée, je crois, et plus brièvement celui-là, le véritable enjeu, c'est va-t-il y avoir un décrochage de la France par rapport à l'Allemagne ? On voit bien que les secteurs les plus touchés en France par la crise économique, ce sont les secteurs qui sont nos forces habituelles. Et, nos forces habituelles, c'est l'aéronautique, on le sait bien, et c'est le tourisme. Pas de chance, ce sont les deux secteurs les plus touchés par la crise du coronavirus et dans une moindre mesure aussi l'automobile. Donc nous sommes touchés au cœur avec deux de nos forces mondiales. Ce qu'on entend beaucoup dans les couloirs des experts gouvernementaux ou chez les experts économiques, c'est attention, la France qui a déjà eu un décrochage de l'Allemagne au début des années 2000, on peut discuter à l'infini des causes de ce décrochage, les 35 heures, le niveau de l'euro, de l'entrée dans l'euro, mais le risque c'est d'avoir un second décrochage en cette année 2020, 20 ans après, évidemment c'est un souci. Quatrième point, quatrième conviction, quels sont les changements de fond provoqués par le virus. Il y a, je crois, l'accélération de tendances déjà à l'œuvre, plus qu'une rupture totale. Il y aura sans doute des frontières qui resteront plus durablement fermées. Alors attention, je ne parle pas des frontières physiques. Quand il y aura un virus, les choses changeront et l'économie repartira sans doute. Mais la mondialisation subit un ralentissement depuis une petite dizaine d'années. Ça va probablement continuer, non pas parce que les acteurs économiques le souhaitent. Les acteurs économiques généralement pensent même l'inverse, que la mondialisation a été globalement bénéfique, notamment sur le pouvoir d'achat, mais parce que les opinions partout le souhaitent. Les opinions souhaitent de la production locale, de la consommation locale, souhaitent qu'on rapatrie les usines de médicaments et pas simplement. Il y a donc une véritable aspiration à une sorte de retour des frontières économiques. Quelle autre tendance ? Une grande question, je crois, c'est l'aviation. L'aviation va-t-elle revenir au niveau d'avant ou pas ? Ça n'est pas certain. Alors, les sceptiques diront, attention, après 2001, les attentats du 11 septembre, on avait dit à peu près la même chose, et puis le transport aérien est reparti très, très, très fortement. Là, on voit bien qu'il y aura des changements. Il y aura des changements parce que le télétravail change profondément la donne, parce que il y a les questions de pollution, d'émissions de CO2, et il y a aussi chez un certain nombre d'acteurs économiques, de salariés, la soif d'autonomie. Et on voit bien que les technologies ont changé un petit peu la donne. Alors, cinquième point justement, la vague numérique, jusqu'où va-t-elle aller ? Un petit détour d'abord pour rappeler quels sont les grands temps habituellement des révolutions industrielles. Le premier temps d'une révolution industrielle, et je ne parle pas du numérique, mais on va l'appliquer après un numérique, c'est la révolution industrielle permet d'utiliser les outils qui arrivent pour faire mieux ce qu'on faisait avant. On va plus vite en voiture qu'à cheval. On économise de la force avec la machine à vapeur. On mécanise l'agriculture. On fait mieux. On a des nouveaux outils pour faire la même chose qu'avant, mais plus simplement et pour moins cher. Le second temps d'une révolution industrielle, c'est toujours un peu la même chose depuis le siècle. De nouveaux acteurs se mettent à inventer autre chose. On invente des nouveaux produits industriels, de l'agroalimentaire. On invente le tourisme avec la voiture. Et évidemment, ça peut se détailler. Si on applique ça au numérique, je crois, et c'est ma conviction, que nous sommes dans la cinquième phase de la révolution numérique. La première phase, on a d'abord facilité le travail. Le micro-ordinateur dans les années 80. La phase 2, l'Internet, qui a permis de communiquer, notamment avec les mails.
C'est la phase 3 qui arrive ensuite, au début des années 2010, c'est la généralisation du smartphone, c'est Internet dans sa poche. La phase 4, c'est celle qu'on connaît maintenant, ces toutes dernières années, c'est les GAFA qui ont désintermédié l'économie. On se passe des acteurs traditionnels. Google devient une solution, une porte d'entrée complète. Et au total, nous avons des naissances depuis quelques années de plateformes globales d'échange qui mettent en réseau les individus à une échelle inédite. La 5e vague, celle que nous vivons actuellement, en 2020, eh bien, le numérique devient la colonne vertébrale de toute l'économie, à la fois de nos vies privées et de nos vies publiques. Le confinement nous fait changer de dimension vis-à-vis du numérique, qui est évidemment, chacun le sait, le grand gagnant de la période. Il n'est plus périphérique, il n'est plus un outil parmi d'autres, il n'est plus un outil qui apporte simplement du mieux, de la vitesse ou du plus, la dématérialisation, la désintermédiation, mais il a été central, une colonne vertébrale, et il est absolument indispensable. Sans lui, que se serait-il passé? Je vous invite à peut-être imaginer comment nous aurions vécu le confinement sans le numérique. Évidemment, ça aurait été totalement différent, et il est très probable qu'un confinement n'aurait pas été décidé. C'était il y a 20 ans. Comment se serait passé il y a 20 ans? Alors, que va-t-il rester de tout cela sur le numérique? Pour conclure, il va rester beaucoup. On voit bien que les capitalisations des GAFA dominent absolument tout. Il y a quelques jours, Apple valait 2200 milliards de dollars. Le CAC 40, dans son ensemble, valait 1900 milliards. Amazon est au niveau quasiment du CAC 40 français, 1770 milliards. Ça a baissé ces derniers jours, depuis jeudi et vendredi, mais évidemment, c'est absolument considérable. Point de conclusion, beaucoup va rester du numérique. Le numérique va continuer à prendre une place de plus en plus importante, mais ça lui donne des responsabilités considérables. D'abord, la première des responsabilités, c'est la simplicité qu'on attend du numérique. Il ne s'agit plus d'envoyer des hommes sur la Lune, il s'agit de faire démarrer des tondeuses, c'est-à-dire de faire démarrer des tondeuses qui, chacun d'entre nous a eu besoin de Zoom et de comprendre comment ça marchait, Zoom ou autre, ou Teams, ou tout ce qu'on veut, Skype, nous avons eu besoin tous d'instruments. Jamais nous n'avons eu autant besoin des responsables informatiques dans les entreprises, mais chacun doit maintenant comprendre tout cela. Et puis, la révolution digitale doit aussi trouver sa raison d'être sociale, contribuer aux grands enjeux du moment, par exemple la lutte contre le réchauffement climatique. Évidemment, il y a des dangers, les pannes, les monopoles, les questions de souveraineté, mais Stéphane, j'en suis persuadé, tout cela est absolument passionnant. Merci beaucoup Dominique Seux, merci d'avoir livré ces éclairages et puis d'avoir ouvert ces live sessions de New York numérique. Merci beaucoup, rendez-vous demain matin sur France Inter donc. Merci Dominique Seux. Et place donc maintenant au premier débat de ces live sessions.